Carrefour de Belle-Épine, Ouais. ça, ici. Ouais. Et on se trouve là dans un autre Paris aussi, qui ressemble curieusement à la banlieue qui est de l'autre côté du périphérique. Mais là, vous n'irez pas jusqu'à là, en tout cas pas dans ces premières déambulations. Mais c'est intéressant de tirer le fil de cette vallée pour comprendre, au fond, pour arriver à lire d'une autre manière cette géographie. On peut se promener là et on dispose d'un point de vue sur toute la vallée. Donc c'est vraiment l'arrivée des eaux dans Paris. Et c'est vrai que dans tout le territoire de ce qu'on appelle la périphérie, il y a une espèce de déficit de considération officielle qui est flagrant, mais vous voyez que dès qu'on s'y penche d'un peu plus près, avec un intérêt un peu plus précis, et ben il suffit de considérer pour que tout remonte et de comprendre que ce territoire-là est aussi informé, aussi densément informé, y compris d'histoire humaine, que n'importe quel territoire où l'urbanisation paraîtrait plus dense, plus ancienne, etc. Mais que se joue dans ces territoires-là aussi déjà toute une histoire, quoi. On avait aussi construit un stade ici, et on avait créé une grille dans le stade pour que les gens qui courent autour de la piste de 400 mètres, là, autour du terrain de foot, puissent aussi sortir et faire tout un peu tour du parc en courant ou organiser des crosses, etc. La façon de considérer des lieux fait que, en s'intéressant à cette histoire, ou en essayant d'en comprendre la logique, à ce moment-là, on commence à situer ce qu'on fait d'une autre façon. Et donc, c'est intéressant de voir qu'ici, on a des systèmes de réservoirs qui servent à alimenter Paris aussi et un certain nombre des communes de la banlieue parisienne en eau non potable, notamment pour nettoyer les rues. Là, on est tout près de l'endroit dont on parlait tout à l'heure, qui est celui de la pyramide de Villejuif. Et sans doute Cassini avait-il choisi ce point ici parce que je pense qu'il y avait une co-visibilité entre la pyramide ici et le parc Montsouris qui lui permettait de faire ses visées. Et puis là, ici, vous avez une école qui a été construite par un architecte qui s'appelle André Lursa, qui était une école moderne qui s'appelle le collège Karl Marx à Villejuif, et qui était avec un solarium sur le toit pour les enfants, et qui est un projet qui date des années 30, de la fin des années 20, et qui est un projet assez remarquable comme ça. Comment s'appelle l'école? Karl Marx. Comme Karl Marx. Comme Karl Marx. Ici, vous avez donc ce que j'ai dit, la déviation de la Nationale 7, avec le tracé d'origine de la Nationale 7. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la trame agraire ici, qu'on arrive à lire sur le coteau entre la 305 et la 7, qui est toujours visible dans le centre de Villejuif. Et là, quand vous entrez dans les cours ici, vous voyez une espèce de trace de parcellaires en lanière, comme ça, qui ressemble vraiment à des parcellaires agricoles. Et on comprend la structure de la ville. On voit qu'on a virtuellement cette idée d'un tracé comme ça, qui est le premier tracé pour dresser la carte de France. Et puis, vous avez dans Villejuif un truc très intéressant, c'est ça. Ici, cette forme ici, en amande, qui est vraiment le cœur comme ça, du village de Villejuif. Mais on est dans un autre imaginaire. Et adossé à ça, vous avez l'église, la mairie. Et quand vous faites ce tour là, de l'amande de Villejuif, vous comprenez un peu la structure, entre la structure héritée du parcellaire agraire, qui est celle de la nationale ici, et des lignes qui la traversent, et de la fondation d'un centre autour d'un noyau d'ailleurs, comme ça, d'une amande, que vous retrouverez d'ailleurs dans le centre de Bagneux,
Et puis si on s'intéresse à l'histoire de la ville et des infrastructures, on comprend que par exemple, vous voyez cette déviation de Villejuif, parce que la Nationale 7 est ce tracé rectiligne, donc qui traverse le cœur de Villejuif ici. Et on voit cette déviation. Et ça, c'est la première déviation qui a été faite en France pour contourner un centre-bourg. C'est-à-dire ce qui a été fait partout après, comme presque une figure de l'aménagement du XXe siècle, c'est-à-dire la déviation. C'est-à-dire vous avez la route historique qui file droit sur le centre, qui vise en général le clocher de l'église ou le centre de la ville, et puis des déviations pour les voitures qui empruntent comme ça des chemins détournés. Le premier qui a été fait en France a été fait ici. La première déviation jamais réalisée, c'est cette avenue Maxime Gorky à Villejuif. Donc on peut se dire que c'est un terrain aussi d'expérimentation des nouveaux tracés, de la manière dont l'automobile finalement façonne la ville. À l'origine, ici, il y avait le marché, et puis à côté, il y avait une zone pour que les camions s'arrêtent ici, et que les marchandises qui venaient du midi de la France ou du reste de la France, que les gros camions s'arrêtent ici et que les marchandises soient livrées ensuite dans Paris avec des petites camionnettes. Donc il y a un type dans les années 60 qui avait inventé cette idée qui n'a jamais marché, qui était sans doute un peu en avance sur son temps. Donc il y a aussi tout un raisonnement sur l'approvisionnement de la capitale, puisqu'il y a dans la région parisienne 25 millions de mètres carrés de surface de bâtiments qui sont dévolus à la logistique. Et que si la logistique tombe en panne dans Paris, en moins d'une semaine, les gens commencent à manquer de tout. C'est-à-dire que ce qui fait vivre la capitale et la région parisienne, ce sont ces grandes zones logistiques, Rungis, et puis l'équivalent au nord qui est Gare au Nord. Donc c'est lié à l'aéroport de Roissy et ici à l'aéroport d'Orly. Donc vous comprenez aussi les rapports comme ça, les efforts qui ont été faits pour installer ici le marché d'intérêt national quand les halles de Paris ont été démolies en 1971 dans l'indifférence générale. Vous comprenez, Rungis, ça c'est vraiment ça dit vraiment l'échelle des mutations, hein, c'est à remplacer les halles qui étaient là où sont les halles, aujourd'hui qui étaient le marché de la nourriture de Paris pendant tout le 19e siècle et jusqu'en 1971. Et c'est le roman d'Émile Zola qui s'appelle Le ventre de Paris, qui commence par la description de la descente du chemin de fer qui s'appelait l'Arpajonais d'ailleurs et qui descendait le long du boulevard Saint-Michel jusqu'aux Halles pour apporter justement tout ce que les paysans de la ceinture de Paris produisaient. Vaugirard, c'était pas un endroit important aussi comme marché? Où? À Vaugirard. Oui, c'était Vaugirard, c'était l'abattoir des chevaux. C'était un abattoir, c'était pas un marché. Non, c'était il y avait la Villette qui était l'abattoir des bœufs ou des moutons. Il y avait les deux, puisque l'actuel musée des sciences c'était, je pense, l'abattoir des moutons et Vaugirard c'était l'abattoir des chevaux. Le parc Georges Brassens. Que ici, vous aviez l'approvisionnement en eau avec les aqueducs, et à la Villette, vous aviez le contraire, c'est-à-dire l'exutoire, l'égout, qui étaient les deux sujets de la transformation de la ville du 19e. C'est que la découverte de la Bière, donc cette rivière qui prend sa source à 50 ans en Yvelines et qui coule et qui se jette dans la Seine, enfin qui se jetait dans la Seine en face du Jardin des Plantes, a façonné complètement la géographie et l'histoire de tous ces territoires. Et qu'on comprend quand on voit le tracé de la 7 sur son coteau, le tracé de la 20 sur son coteau. En fait, on a la route qui allait vers l'Italie ici et puis celle qui allait vers Orléans ici.
et puis l'autoroute qui s'est frayé un chemin entre les deux. Donc on est sur le point haut du département du Val-de-Marne, sur la redoute des Hautes-Bruyères, à la côte 127. Donc on est comme ça dans une position très dominante. Et on comprend qu'entre la butte de Bagneux et la butte des Hautes-Bruyères, il y a vraiment un vis-à-vis comme ça. Et c'est pour ça que dans les itinéraires qu'on peut faire pour aller d'ici à Bagneux, c'est intéressant de monter sur le sommet là, à côté de la redoute pour voir le vis-à-vis avec la colline en face, quoi. Qu'on a appelé la butte des feux d'artifice, et d'où on a compris après l'avoir fait que les gens de Bagneux s'installaient pour regarder les feux d'artifice le 14 juillet à Paris et tout autour, quoi. Et voir un petit peu comment ça se relie, est-ce que les histoires, les moments et le relief suffisent à raconter des choses? Ça nous emmène trop loin par rapport à ça. Ouais. Je pense qu'il faut se tenir sur la vanne. Quand on fait la promenade un peu en déambulant, on met bien 3 heures, 3 heures et demie, oui. Ouais, D'autant on a plus qu'on fait s'était un peu la perdu. plus directe des trois. Oui, Ah oui. oui, 3 cartes. 3 cartes différentes. Et puis on verra comment elles s'assemblent après ou pas à l'arrivée. Ouais. En fait, la question qui se pose au travers de ça, c'est qu'est-ce qu'on apprend du territoire, non seulement en le parcourant, mais c'est presque le lycée. Le lycée n'est pas seulement un bâtiment, il est aussi une façon de parcourir le territoire, d'y aller. Qu'est-ce qu'on voit depuis là, et qu'est-ce qu'on apprend finalement en se promenant, puisque la promenade et l'enseignement sont liés presque d'une façon indissociable. Oui, ton livre est une bonne démonstration de la promenade, de l'enseignement. C'est-à-dire que Comment j'avais appelé ce livre Visite parce que je me disais que, à force de parler des projets dans les revues, en les abstrayant de leur contexte, c'est-à-dire qu'on avait presque intérêt à les replacer dans leur histoire, enfin, pour les regarder non seulement comme des lieux singuliers, mais comme liés comme ça à un parcours, à une découverte qui fait qu'ils sont intéressants non pas seulement en eux-mêmes, mais comme partie d'un tout. Donc un lycée extraordinaire, il faut qu'il devienne un lieu extraordinaire. Oui, enfin, qu'il soit inscrit dans un lieu extraordinaire. Il est dans un réseau, on peut dire qu'il n'est Ouais. pas abstrait de son contexte, il est là, enfin, il est...